Corinne Gouget, merci Bonjour. de m'accueillir ici. Donc on fait cet entretien pour la chaîne comme prévu et j'aimerais d'abord revenir sur votre histoire, comment est-ce que vous avez découvert tous ces problèmes d'additifs, etc. Mon histoire remonte à 20 ans cette année déjà, ça a l'air d'être hier. En fait, j'étais enceinte, j'attendais ma première fille et je suis partie à la bibliothèque emprunter des livres. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur un petit tourniquet où il y avait des magazines, dont un que j'ai pris. Et là, il y avait 3 pages sur les additifs. Et pour moi, un additif, je ne connaissais pas du tout. Pour moi, tout ce que je mangeais en supermarché avec mon mari à l'époque était sans danger, puisqu'il y avait des autorités sanitaires en Angleterre où j'étais, comme en Europe, comme dans le monde, qui étaient censées vérifier toutes ces denrées alimentaires et faire en sorte qu'elles ne soient pas toxiques pour la santé humaine. Donc je faisais aveuglément confiance, on achetait des tas de produits en supermarché comme tout le monde et on cuisinait avec ça ou on mangeait déjà du tout prêt. Et là j'ai découvert que certains colorants pouvaient rendre les enfants énervés, ils parlaient légèrement du glutamate mais sans trop insister sur toutes ses capacités et effets secondaires. Et donc à la fin il y avait un petit encart où on disait voilà, une association fait de la préconception en Angleterre qui s'appelle Foresight. Et ils y mettent à disposition du public un petit carnet, ça coûtait je crois francs 6 sous, pour savoir lire les étiquettes. Donc je l'ai commandé et j'ai lu les étiquettes pendant 10 ans avec ce carnet. Donc il était de 1986 et il était tiré du... L'idée était venue d'un gros livre sur les additifs qui s'appelait E for Additives de Maurice Hanson. Et donc à l'époque, ce monsieur avait écrit lui un livre sur les additifs assez complet en 1984. Mais il s'arrêtait au E927, donc il ne parlait pas d'aspartame dans son livre. Et j'ai mis 10 ans à faire mes recherches sans savoir ce qu'était l'aspartame. Et comme il n'en parlait pas dans ce carnet, eh ben je me suis dit, s'il n'en parle pas, c'est qu'ils ne savent pas, donc j'en prends pas. Et à chaque fois je voyais marqué aspartame, surtout dans les boissons en Angleterre, dans les chewing-gums, etc. J'en prenais pas, mais dans ma famille, une personne s'est dit, tu nous casses les pieds avec tes étiquettes, je vais en boire plein, moi ça me fait rien. Donc voilà, donc cette personne a pris des quantités grandissantes. On commence par quelques chewing-gums, un peu de poudre pour les muscles, un peu de boisson light, des sodas connus. Et puis on devient accro et on en prend de plus en plus au fil des semaines, des mois, des années. Mais on ne se rend pas compte que c'est cette addiction qui nous rend complètement malades, physiquement d'abord, souvent, et mentalement. Donc du coup, la vie est devenue assez difficile, même si moi je faisais attention pour moi, mes 2 filles, parce que j'ai réussi quand même à avoir 2 enfants. Et en 1995, ma fille aînée était à l'école. Et donc, du coup, en 1999, pardon, elle était à l'école. Et il y avait un petit garçon qui avait 5 ans et demi. Et à qui on a découvert une tumeur cérébrale. Et il est mort en quelques mois, le 14 février, un jour d'école. Et donc, on a dû expliquer à nos enfants que ce petit garçon était mort et qu'il ne reviendrait pas à l'école. Et en fait, j'ignorais à l'époque que l'aspartame pouvait provoquer ces tumeurs cérébrales. Or, quasiment toutes les boissons pour enfants à diluer en Angleterre sont à l'aspartame. Donc les enfants adorent ces liquides, on dirait de l'eau teintée, donc ça s'appelle Ribena, etc. Et c'est sans sucre, et c'est souvent pomme cassis ou framboise, fraise, c'est bourré de produits chimiques, mais c'est surtout bourré d'aspartame, ils sont tous sugar free, donc sans sucre. Et donc ça c'est le premier problème en Angleterre, c'est toutes ces boissons sans sucre, et après c'est les chewing-gums. Or en France, quand je suis revenue en 2004, j'ai réalisé que les gens consommaient énormément de chewing-gum, de plus en plus d'ailleurs, et il y avait des boissons sans sucre, mais pas destinées aux enfants. Il y avait tous ces sodas, ces limonades, etc. Des fois des jus de fruits chimiques à l'aspartame, mais pas autant de boissons comme on trouve en Angleterre. Donc, voilà. Donc je suis rentrée en Angleterre en 2004, après des années assez difficiles, et là j'ai commencé à parler d'additifs aux gens parce que ce petit carnet bleu que j'avais eu en Angleterre avait été mis à jour et avait commencé à parler d'aspartame après sa première édition 16 ans plus tôt. Et dans ce petit carnet bleu, on parlait de ce livre. Donc ce livre, c'est Excitotoxin, The Taste That Kills. Là, j'ai rajouté 493 parce qu'à l'intérieur de ce livre, il y a 493 sources scientifiques sur les excitotoxines. Et quand j'ai découvert ce livre en 2003 et 2004, j'ai mis 6 mois à le lire quand même parce qu'il est assez médical et assez... c'est écrit assez petit, vous voyez. Donc là, j'ai compris. Et j'ai compris quoi? J'ai compris, comme on le voit à cette page, c'est la page numéro
41, j'ai compris que cette molécule, donc l'aspartame et le glutamate, pouvait provoquer la destruction des neurones à chaque fois qu'on en mangeait. Et là, j'ai compris aussi que ça pouvait provoquer de graves problèmes de santé au niveau physique et mental, puisque ça attaque aussi ça détruit aussi le comportement. Donc j'ai lu ce livre, j'ai lu d'autres livres sur les additifs, et je suis rentrée en France en me disant, je vais faire une version française de ce livre que j'utilisais pendant 10 ans, pour aider les Français, et peut-être qu'il sera traduit dans d'autres langues. Et donc j'avais rencontré l'auteur du petit carnet bleu, elle était d'accord, j'allais lui mettre son livre à jour, parce qu'il manquait à peu près 50 additifs en 16 ans. Et je suis rentrée en France avec cette mission, et j'ai découvert que les mamans, quand elles achetaient par exemple des bonbons, des sucettes, etc., et qu'elles voyaient marqué E133, des choses comme ça, donc ça je vais vous montrer ce que c'est le E133. Le E133 c'est bleu. Il s'appelle aussi bleu brillant FCF. Et donc le bleu, ce genre de bleu pour les enfants, ça fait penser au ciel, aux vacances, à la mer. C'est vrai que c'est une couleur qui plaît, qui attire beaucoup. Donc on ne va pas donner les marques, mais vous les connaissez tous. Il y a des schtroumpfs, des bonbons en forme de schtroumpf. Il y a des petites bonbons, c'est une cacahuète avec du chocolat et une couleur autour avec un petit M dessus, qui en sont aussi farcis. Il y a plein de cosmétiques qui utilisent beaucoup ce colorant. Et donc du coup, ce colorant est cancérigène. Donc là, c'est des chewing-gums, vous en doutez. Hein, et là, ces chewing-gums vous garantissent une haleine fraîche en toute occasion. Donc voilà. Et si on prend un chewing-gum et qu'on le coupe en deux, voilà. Là, on a la gomme de base à l'intérieur. Sous le bleu, il y aura souvent du dioxyde de titane, une couche de colorant blanc. Et la gomme de base vient de chez Goodyear. Il y a eu tout un reportage sur les chewing-gums l'année dernière à la télé en France quand même. Donc c'est Goodyear qui vend la gomme de base aux fabricants de chewing-gum. Et dans cette gomme de base, on rajoute quoi? De la lécithine de soja, on rajoute de l'aspartame, de l'acésulfame K, donc deux édulcorants cancérigènes et surtout pour l'aspartame neurotoxique, du sorbitol, du mannitol, la gomme de base, de l'agent de charge E170, de l'arôme, donc qui dit arôme, en plus au pluriel, dit glutamate monosodique pour donner un goût de... Il y a marqué parfum menthe fraîche, il n'y a pas marqué à la menthe fraîche. C'est parfum menthe fraîche ou arôme ou autre, mais en général c'est parfum. Et donc du coup, ça c'est du glutamate, de l'humectant, du E422, de l'épaississant, du E414, juste dans un petit chewing-gum comme ça. Hein. Et c'est écrit tout petit comme vous le précisez. Oui, c'est écrit petit, ouais. Émulsifiant lécithine de tournesol, pour comme ça c'est pas du soja. Colorant E171, donc notre fameux dioxyde de titane qui est dénoncé sur internet comme contenant des nanoparticules en plus. D'accord? Et du E133. Or, qu'est-ce qui s'est passé en 2005? Le professeur Vivian Howard à l'université de Liverpool a mis à jour une étude qu'il avait réalisée pendant 3 ans. Lui, il avait mélangé du E133, donc ce bleu, avec du glutamate. Il a réalisé sur des souris, bien sûr, que ça devenait 4 fois plus toxique que séparément. 4 fois. Et donc, quand cette étude est sortie en 2005, je l'ai vite contacté, le professeur Vivian Howard, pour voir si c'était vrai, parce que c'est quand même grave. Mais il n'avait pas fait que ça, il avait aussi mélangé du E104, un colorant jaune, avec de l'aspartame, et là, ça devenait 7 fois plus toxique que séparément. Donc, dans ce chewing-gum, vous avez le fameux E133 plus l'arôme, donc qui devient 4 fois plus toxique et 4 fois plus aussi addictif, on va dire. Donc, ça, tous les effets secondaires vont se multiplier. Sans parler de l'association des autres additifs ici cités. Et donc, il y a aussi de l'agent d'enrobage du E903, c'est pour faire briller en quelque sorte le chewing-gum. Et il y a du antioxydant, soi-disant E321. Et en tout petit, on voit, une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs, contient une source de phénylalanine. La première phrase est légalement obligatoire parce que l'aspartame contient 50% de phénylalanine et qui pose un problème pour ceux qui souffrent de phénylcétonurie, c'est-à-dire à peu près 4000 personnes en France. Donc c'est une intolérance, c'est une maladie génétique qui est héréditaire qui vient du fait qu'on ne peut pas supporter la phénylalanine. Donc ceux qui souffrent de cette maladie ne prennent jamais d'aspartame, mais il y a d'autres ingrédients qu'ils ne peuvent pas prendre, comme des fois la viande rouge, les petits pois, etc. Ils doivent éviter aussi la phénylalanine naturelle. Mais j'en connais pas personnellement, j'aimerais bien en rencontrer, parce que finalement, même s'ils ont ce problème de santé, ils doivent ne jamais consommer d'aspartame. Et la dernière phrase contient, donc ça c'est la source de phénylalanine, et la consommation excessive qui peut avoir des effets laxatifs, c'est marqué aussi sur les médicaments à l'aspartame, mais bien sûr il n'y a pas marqué les 91 autres
effet secondaire de l'aspartame. Il n'y a pas la place sur la boîte. Pourquoi c'est écrit petit? Là c'est écrit gros, là c'est écrit gros, on voit des montagnes, de la glace, voilà, c'est ice fresh. Et c'est écrit toujours sur le côté un tout petit. Il faut savoir que le glutamate monosodique fait baisser la vue en détruisant le nerf optique, et que l'aspartame, contenant du méthanol, du méthylester, détruit aussi la vue à chaque fois qu'on en prend, petit à petit. Donc on est pressé, on est stressé, on n'a pas envie de savoir, on ne le dit pas, parce que c'est trop petit, il faudrait une loupe, et on perd la vue petit à petit, et on consomme, jusqu'à ce que maladie et mort s'en suivent. Donc je vous ai apporté un texte ici, qu'on trouve sur le site de RENS.com en anglais, l'holocauste moléculaire de l'aspartame. Ça veut dire ce que ça veut dire. Aux États-Unis, il y avait le professeur H.G. Roberts, que je cite souvent dans mes conférences, qui nous a quittés l'année dernière, parce qu'il y a 1 an maintenant, et qui avait étudié les effets d'aspartame sur 1300 patients dans son hôpital. D'où l'énorme livre qui s'appelle Aspartame Disease, an Ignored Epidemic. En français, ça serait La maladie de l'aspartame, une épidémie ignorée. Et lui, il pouvait le faire, quand il passait à la radio ou à la télé, il parlait de génocide alimentaire. Et il a utilisé une fois une phrase à la radio où il disait « c'est Auschwitz dans l'assiette ». C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, pour l'aspartame, la mise sur le marché de cet édulcorant a été réalisée en 1981 aux États-Unis grâce à Donald Rumsfeld, qui était à la tête du laboratoire Searle, qui voulait mettre vraiment l'aspartame sur le marché après 14 ans d'interdiction, et grâce à Ronald Reagan, qui avait autorisé l'aspartame sous les pressions de différentes personnes dans les aliments secs. Sauf que Donald Rumsfeld, lui, il n'en a pas consommé de l'aspartame, parce que lui, il savait. Il a participé à la falsification des rapports scientifiques prouvant la neurotoxicité et les graves problèmes neurologiques liés à l'aspartame. Et Ronald Reagan s'est fait filmer par les médias avec son épouse en train d'utiliser ces jolis sachets roses qui s'appelaient NutraSweet à l'époque, et en train de boire plein de soda light en 1983, une fois que l'aspartame était autorisé dans les boissons. Donc tout le monde s'y est mis, c'était à la mode, c'était nouveau, il y avait de la publicité qui promouvait même ces produits pour les enfants. Et 6 mois plus tard, il y avait de plus en plus de diabétiques, parce que l'aspartame peut aggraver ou provoquer le diabète. Il y avait de plus en plus de tumeurs cérébrales très graves dont on voyait peu de cas auparavant, et de plus en plus de pathologies. Donc en 1995 déjà, il y a des milliers de gens qui se sont plaints des effets secondaires auprès de la FDA aux États-Unis, et d'où la fameuse livre en avril 95, la fameuse liste des 92 effets secondaires. Et donc le docteur Roberts, lui, dans son livre, dans son imposant livre, a fait un questionnaire pour les victimes de l'aspartame en remettant tous ces effets secondaires liés à cet édulcorant qu'il avait observé sur des êtres humains, pas sur des rats, des singes ou des lapins, on est d'accord. Et donc moi, ce questionnaire, je l'ai rempli avec de nombreuses personnes, et après je l'ai mis en français sur mon site, qui se trouve en page d'accueil du site, donc sous le film Faux sucre, vrai scandale. Vous avez la photo du docteur Roberts en costume blanc avec Betty Martini, en dessous il y a le film, et en dessous il y a le PDF du questionnaire. Et donc quand on regarde, on voit bien que l'aspartame affecte la vue, les oreilles, le niveau d'audition, sensibilité au bruit, craquement, le cerveau bien sûr, donc migraine, vertige, tremblement des jambes, tremblement des bras des fois, convulsions, épilepsie, entre autres on va en reparler, envie de dormir, envie de s'assoupir à n'importe quel moment de la journée, ça peut être au volant, ça peut être en regardant la télé, là c'est moins grave. Ça peut être en pilotant un avion. Aux États-Unis, des compagnies aériennes interdisent l'aspartame pour les pilotes, sinon ils peuvent perdre leur licence. Ils n'ont pas le droit de consommer quoi que ce soit l'aspartame 48 heures avant de voler. En France, on dit rien. Donc insomnie, ça c'est typique, confusion mentale, perte de la mémoire, hyperactivité, picotement dans les bras ou les jambes, problème d'élocution, dépression jusqu'au suicide, puisque l'aspartame fait baisser le taux de sérotonine. Etc., etc. Obsession, trouble du comportement, TOC. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de TOC assez sévères. Et puis, ça peut provoquer prise de poids, perte de poids. Ça, on le sait depuis très longtemps, que l'aspartame fait grossir, surtout par les édulcorants et les boissons, c'est-à-dire tout ce qu'on va avaler. Par contre, si vous avez une addiction qu'au chewing-gum ou qu'aux bonbons sans sucre, soi-disant bienfaisant aux plantes suisses, et bien là, vous allez probablement avoir des risques de développer une autre maladie qui s'appelle l'anorexie.
l'aspartame et le glutamate provoquent des troubles du comportement alimentaire, dont la boulimie, pour les deux. Et si on est vraiment accro au chewing-gum, là on peut faire beaucoup d'anorexie, et il y a de plus en plus d'anorexiques, de plus en plus jeunes dans tous les pays développés. Donc ça peut faire aussi la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer, parce que c'est neurotoxique, il n'y a pas que les pesticides, les métaux lourds, les vaccinations, etc. qui font en sorte que ces maladies augmentent. Et ça peut faire des problèmes de fibromyalgie, de sclérose en plaques, surtout parce qu'on avale aussi. J'ai rarement vu des cas de sclérose en plaques au chewing-gum. J'ai vu beaucoup de cas de tumeurs cérébrales, et des fois dès la naissance, au chewing-gum, parce que maman a consommé des chewing-gums pendant la grossesse pour éviter les nausées. Donc l'année dernière, j'étais dans un train, parce que je voyage beaucoup en train, il y avait un couple avec un bébé dans les bras qui dormait avec une capuche, et donc j'ai donné ma carte en disant voilà, je vous donne ça parce que vous avez un joli bébé et ça peut peut-être vous aider pour sa santé. Le père se lève pour aller chercher quelque chose dans un sac, et la mère me dit qu'est-ce qu'on peut faire pour un système immunitaire endommagé. Alors je dis c'est pour vous, elle me dit non, c'est pour mon bébé. Le bébé, il avait 1 an. Il dormait. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'il a? Elle me dit on vient de lui trouver une tumeur à l'œil. Ma première question, c'est est-ce que vous avez mangé des chewing-gums pendant la grossesse? Elle me dit ben oui, mais sans sucre. Donc le bébé se réveille, elle enlève la capuche, il avait des jolies bouclettes châtain, il ouvre ses grands yeux bleus, et là, à cet œil où il y avait la tumeur cancéreuse, il y avait un caillot de sang qui s'était formé dans l'œil. J'avais envie d'hurler, j'avais envie de crier, j'avais envie que ça s'arrête, j'avais envie de mettre ma main sur... J'ai mis ma main sur la tête de ce bébé et j'avais envie que, par magie, je puisse enlever cette tumeur à l'œil, comme ça, quoi, en 2 secondes, et que ça s'arrête. Et là, ils allaient voir un grand spécialiste du cancer des enfants. Et il me disait, mais je ne savais pas que c'était dangereux pendant la grossesse, l'aspartame. J'ai dit, mais non, on ne vous l'a pas dit, comme ça, maintenant vous avez un enfant malade, ça va rapporter de l'argent au système. Je suis si vous voulez, on porte plainte. J'ai un avocat pour le faire. Voilà, on en est là. Donc je vois beaucoup de grand-mères me dire ma fille a eu un bébé, elle a 3 tumeurs au cerveau à 2 mois, une tumeur, un truc à l'œil, là, c'est insupportable. Insupportable. Et on ne fait pas de prévention, on ne prévient pas les futurs parents, la femme enceinte, on ne prévient personne, les adolescents qui sont accros au chewing-gum, on ne prévient pas les diabétiques qui ont pris des années de sucrète et qui se retrouvent avec des amputations, fauteuil roulant dans les maisons de retraite, ou les mouroirs on va dire, et à qui on va encore donner leur dose d'aspartame, plus les médicaments, plus les bouillons cubes dans la soupe, parce que ce qu'on donne aux personnes âgées aujourd'hui, c'est phénoménal, c'est extraordinaire ce que mangent les personnes âgées dans la maison de retraite, et donc c'est des gens qui arrivent en fin de vie et qui vont attendre à la fin de leur vie dans ces endroits-là, où on les empoisonne quotidiennement avec ces produits. Donc les chiffres, aujourd'hui, ça c'est des chiffres de 2011 mais qui ont dû augmenter. On a 600 000 autistes en France, dont 100 000 enfants. Donc l'autisme, ça peut être aussi suite à des vaccins, mais en général, j'ai différents cas. On va faire une étude épidémiologique. C'est aussi beaucoup de malbouffe pendant la grossesse sans savoir, plus les vaccins. Et là, le cerveau, il dit stop. Il dit ça suffit, tu m'as donné trop de produits chimiques, des métaux lourds, etc. Et l'enfant, il développe l'épilepsie qui déforme son corps, ou de l'autisme, ou il va développer des tas de pathologies. Et malheureusement, un grand nombre de ces enfants ont maintenant 15-20 ans et se retrouvent souvent tétraplégiques dans des fauteuils après des régressions énormes à l'âge de 18 mois, j'en connais. Et les mamans ont eu souvent aussi des vaccins pendant la grossesse en prenant de l'aspartame tous les jours. Parce qu'on ne leur a rien dit. Aujourd'hui en France, j'appelle les diététiciens et les diététiciennes à s'informer parce que des femmes enceintes suivent les conseils de diététiciennes. On leur dit « Ah, vous commencez un diabète gestationnel, il faudrait prendre de l'aspartame pendant la grossesse. » En France. Donc les mamans suivent les conseils du diététicien qui est censé savoir ce qu'il dit. Même dans un hôpital connu à Paris pour enfants, il y avait une diététicienne en 2010, elle conseillait l'aspartame en poudre aux enfants dès l'âge de 3 ans, en 2010. Et là, il faut arrêter, quoi. Donc du coup, ben, ces mamans écoutent, elles font ça. Après, l'enfant reçoit ou pas certains vaccins après la naissance. Et là, ben, il y a un retard mental énorme. Un enfant qui a des problèmes moteurs ou des problèmes neurologiques et qui ne dort pas, ou qui a des problèmes d'allergie, etc. C'est de la folie. La schizophrénie. 600 000 schizophrènes, soit 0,7% de la population. Ces additifs consommés pendant la grossesse ou par la suite peuvent provoquer beaucoup de crises de schizophrénie, on ne va rien dire. Et si vous regardez le livre de Julien Vennesson qui s'appelle Gluten, ça c'est prouvé depuis des années, le gluten peut engendrer des crises de schizophrénie. Donc le gluten, c'est pas du glutamate monosodique comme on nous demande souvent, c'est tout ce qui est à base de blé, entre autres. Et donc c'est parce que ce blé a été modifié ces 50 dernières années
qui va provoquer des crises de schizophrénie souvent très graves. Mais ça, on ne le dit rien. Donc 100% des schizophrènes, selon différentes études internationales, montrent que tous les schizophrènes sont intolérants au gluten. Donc il faudrait qu'ils arrêtent de prendre ça. Mais ils sont souvent accros. On est accros aux aliments qui nous détruisent. Donc imaginez quelqu'un qui ne souffre pas au départ de schizophrénie, mais qui se bourre de chewing-gum, de chips, de trucs Vitamate et compagnie. Ça, vous les connaissez tous, cette marque. Il ne faut surtout pas donner ça aux enfants. Hein. Alors on vous fait croire que si tu n'en manges pas, tu n'as pas d'amis. Ça, c'est un sachet qui a 4 ans. Donc j'ai gardé parce qu'en fait, on voit bien les ingrédients derrière. Et on voit bien marqué au milieu, exhausteur de goût, glutamate monosodique. Ce sachet a à peu près 3-4 ans. Donc si je lis, il y a marqué semoule de maïs 59%, arachide grillé moulu 30%, matière grasse végétale, c'était l'huile de palme, mais c'est pas indiqué, sel, arôme, donc arôme glutamate monosodique, et on rajoute exhausteur de goût en toutes lettres, 2 points glutamate monosodique et extrait d'épices. Contient arachide, traces de dérivés laitiers et de fruits à coque. Ça c'est pour ceux qui pourraient être allergiques. D'accord? Les arachides, c'est très allergisant. Qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? On a sorti un nouveau sachet pour en vendre plus, pour en faire consommer plus. Mais il faut savoir que ces géants de l'agroalimentaire, ils payent des bureaux d'études pour créer les emballages, hein, pour faire des choses plus attractives. Donc on a fait curly, cacahuètes, les maxi. Donc plus gros, avec comme un truc pour les mesurer. 100% plaisir, sans huile de palme, avec un joli fleur de tournesol. Donc les gens se disent, ah c'est bien, il n'y a plus d'huile de palme dans les... Alors qu'il n'avait pas marqué huile de palme. Hein. Et donc on met sans colorant ni conservateur. Bien sûr, on ne va pas mettre du E133 ou du E120 dans des trucs pour l'apéritif. Il n'y a pas marqué sans glutamate. C'est clair. Pas marqué sans exhausteur de goût. Et derrière, on se retrouve avec cet énorme sachet. Ingrédients, semoule de maïs à 59%. Il n'y a pas marqué sans OGM, n'est-ce pas? Le maïs peut provoquer aussi des troubles du comportement. Arachide grillé moulu, sans doute. Huile de tournesol 9%, pour dire bravo, on a retiré l'huile de palme. Sel. Et là, il n'y a plus marqué exhausteur de goût, 2 points glutamate monosodique, il n'y a même plus marqué arôme au pluriel. Il y a marqué base aromatisante. C'est joli, non? Ils sont gentils. Base aromatisante. Épices, au singulier. Entre parenthèses, arôme naturel, virgule, tomate. Donc celui qui ne fait pas gaffe ou qui jette juste un coup d'œil se dit c'est de l'arôme naturel de tomate. Il n'y a pas marqué arôme naturel de tomate. C'est un arôme naturel goût tomate. Qui dit arôme naturel dit glutamate monosodique. Et des fois dans le mot arôme, il y en a 3 fois du glutamate. Ça se voit très bien sur des pots de poudre en Afrique pour faire le bouillon. Et donc voilà, donc le consommateur est piégé. Or, j'ai eu la chance de rencontrer une des personnes du bureau d'études qui a créé ce sachet. Et cette personne m'a avoué qu'ils avaient ça dans leur bureau. C'est pas beau ça? Ça c'était l'année dernière, mois d'octobre. Et donc du coup, quand ils ont vu que cette société voulait enlever le mot glutamate monosodique, ils ont dit ouais là vous exagérez un peu, vous croyez pas qu'on devrait... Non, 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 c'est bon, allez-y. Donc voilà, il n'y a pas que cette marque qui a retiré le mot glutamate monosodique pour mettre base aromatisante. Il y a plein d'autres marques qui l'ont fait. Est-ce que vous pouvez rappeler d'ailleurs les autres noms du coup au passage? Donc du coup, vous avez des marques connues de soupe en briques ou en sachet qui ont retiré E621 pour le glutamate monosodique qu'on retrouve dans les plats préparés, ce E621. Et donc du coup, ils ont mis pareil, base aromatisante ou arôme au pluriel, ou ce fameux extrait de levure. Et l'extrait de levure, c'est depuis les années 80 à peu près. Ils ont utilisé le système des portes tournantes aux États-Unis pour corrompre certaines personnes et pour introduire une source de glutamate monosodique dans les produits bio. Donc il y a tout un article sur le site de Jack Samuels, qui nous a quittés aussi il y a 2 ans bientôt, et Adrienne Samuels, donc qui s'appelle Truth in Labeling, qui est en anglais. Et tout cet article explique que c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas de glutamate monosodique. Il est assez long, ça rappelle toute l'histoire de cette introduction d'extrait de levure dans les produits. Et vous avez en Europe beaucoup d'artisans qui font des pâtés végétaux par exemple, et qui vont acheter de l'extrait de levure en Allemagne chez une marque connue pour rajouter à leurs pâtés végétaux, sans savoir qu'en fait c'est du glutamate monosodique. Or, l'année dernière à peu près, il y a eu un très bon reportage français à la télé, pour une fois, qui disait la vérité, qui allait jusqu'au bout, c'est très rare.
Et vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il s'appelle « Poudres et potions de l'industrie alimentaire ». C'est clair. Donc vous regardez ce reportage et vous allez comprendre comment on continue à rajouter cet extrait de levure dans des grandes marques pour ne pas mettre le mot glutamate monosodique. Donc là, les réalisateurs de ce film ont dû aller jusqu'en Allemagne. C'est pas en France qu'on va trouver des toxicologues médiatiques pour parler de ça, surtout pas. Et c'est des toxicologues et des scientifiques allemands qui expliquent que l'extrait de levure, c'est bien du glutamate monosodique. Or, les gens qui sont allergiques au glutamate monosodique risquent un œdème de Quint dans les 10-15 minutes après ingestion, ou un arrêt cardiaque fulgurant, entre autres. Ils font confiance, ne sachant pas que l'extrait de levure, c'est du glutamate, ils vont acheter des produits bio, des pâtés en boîte, des chips, des soupes en sachet bio, il y a plein de produits bio avec cet extrait de levure, et ils vont manger ce pâté végétal sur des biscottes ou autre, sur des tartines. Et ils vont se dire, ah, il est bon ce pâté végétal, et ils finissent le petit pot qui est en métal en général comme ça. Et donc certains vont mettre levure avec un grand L pour ne pas mettre extrait de levure, parce que ça commence à faire du bruit cette histoire. Et donc la personne qui est allergique au glutamate monosodique, mais qui mange son pâté végétal à l'extrait de levure, commence à avoir des nausées, des migraines, des vertiges, des éruptions cutanées autour de la bouche 10 minutes après ingestion, parce qu'elle a mangé toute la boîte sous l'effet addictif. Et puis ben, elle commence à gonfler, à avoir un début d'œdème. Et ça, c'est une dame que j'ai rencontrée qui avait 2 boîtes de pâté bio, pâté végétal bio avec cet extrait de levure, et qui me les a données tout de suite. Elle m'a dit, j'ai compris. Elle aurait pu mourir. Alors la dose sera moins importante que si c'était du glutamate monosodique pur, mais il y aura quand même une source de glutamate monosodique dans ce produit bio. Il faut faire vraiment très très attention, parce que c'est vraiment quelque chose qui est caché. Donc du coup, ben, il faut aussi rappeler que ce glutamate monosodique fait grossir, provoque un dérèglement du cerveau et une prise de poids, peut provoquer aussi le diabète. Et donc, c'était prouvé déjà les problèmes de poids des années 60, la neurotoxicité aussi, les problèmes de vue des années 55 aux États-Unis. Et du coup, il y a toute une liste d'effets secondaires de du glutamate qui sont dans mon livre. Donc, dans mon livre, on voit à la fin le chapitre glutamate monosodique. Et la liste des effets secondaires, c'est pas moi qui l'ai rédigé, c'est le docteur Schwartz, qui est le célèbre auteur du livre Le syndrome du glutamate aux États-Unis dans les années 90, que vous pourrez entendre parler dans un petit documentaire de 13 minutes que j'ai fait sous-titrer en 2009, qui s'appelle « La vérité sur le glutamate monosodique » sur YouTube. Et ce documentaire durait 13 minutes, il passait à la télévision aux États-Unis en 1991. Et ceux qui fabriquent le glutamate dans la société Ajinomoto a fait pression à l'époque sur cette chaîne télévisée américaine pour que ça ne soit pas diffusé ailleurs. Pendant ce temps, dans ma famille, mon père consommait énormément de bouillon cube, de soupe en sachet, de plats en boîte, merci William, on va dire. Et là, il s'est bourré de glutamate monosodique pendant 30 ans. Dans un plat en boîte de cette marque, il y a à peu près 5 à 6 sources de glutamate monosodique dans un plat en boîte. C'est-à-dire qu'on va donner du goût à quelque chose qui n'en a plus et qui reste dans la boîte 1 an, voire 2 ans. Vous ouvrez la boîte, passez ça au micro-ondes, c'est le pire des cas, vous mangez ça, et puis vous n'allez pas faire le lien avec les migraines, le moment de fatigue et la crise de rage. Et dans son livre, le Dr Schwartz parle de même du lien entre le glutamate monosodique et le taux de divorce. Parce que la personne devient agitée, énervée, agressive, avec des pulsions, avec des obsessions, et donc du coup ça finit en bagarre après le repas, hein, ça va très vite. Les symptômes peuvent commencer dans les 20-30 minutes chez un adulte et dans les 15 minutes chez un enfant, j'ai observé plusieurs fois. Et donc ça peut finir en divorce. Donc il y a un lien entre alimentation, comportement, taux de divorce, taux de suicide, taux de dépression, taux de maladies extra. Donc cette liste des effets secondaires du glutamate monosodique a été rédigée par le docteur Schwartz et le docteur Blaylock, auteur de ce livre donc. Et donc on voit bien que ça fait des engourdissements, des paralysies, des gonflements, prise de poids, diarrhée, nausées, vomissements, arythmie, beaucoup de problèmes cardiaques liés au glutamate monosodique, énormément. Des gonflements, des palpitations, des frissons, des tremblements, refroidissement, tendinite et douleurs articulaires, douleurs musculaires, douleurs abdominales, symptômes d'asthme, beaucoup de problèmes respiratoires. En Angleterre, il y a un chef qui s'appelle Jamie Oliver, un chef cuisinier, qui avait réussi dans une cantine à réapprendre aux cantinières à cuisiner, aux chefs cuistots aussi. Ils avaient retiré tout ce qui était artificiel. Il n'y avait plus d'asthme dans l'école. L'infirmière n'avait plus besoin de médicaments pour l'asthme. Et les enfants se comportaient beaucoup mieux, et ils écoutaient mieux, et c'était extraordinaire en 3 semaines. Et bien la cantine finalement a trouvé que c'était trop cher de recuisiner, donc ils ont remis
tout ce qui a été industriel dans la consigne, et à nouveau les enfants avec ces problèmes de comportement et ces problèmes d'asthme. Si vous allez sur internet et vous tapez sur YouTube enfant tube à essai sur pattes, vous verrez un petit reportage de 2007 qui a été filmé en Australie, où une dame qui s'appelle Sue Damgate passe dans beaucoup d'écoles pour apprendre aux enfants à lire les étiquettes depuis 21 ans. Et là, on retire les additifs à la cantine et à la maison, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et là, en 2 semaines, tous les enfants d'école vont mieux, tous, physiquement et mentalement. Il y a vraiment un problème, regardez bien ce petit reportage. Donc on voit essoufflement, manque de motivation, vertige, étourdissement, le nez qui coule, ça fait beaucoup de problèmes respiratoires. Et la liste continue sur la page suivante, vous pouvez regarder crise de panique ou d'anxiété, désorientation, bronchite, tout chronique, troubles de l'attention, comportements antisociaux, agressivité, hostilité. Et ça, je connais, j'ai une amie en maison de retraite qui, à midi, quand elle mangeait son bouillon vermicelle, à midi, après on lui donnait de la purée, sur la purée en sachet et puis un œuf au plat, 20 minutes après son bol de soupe contenant du glutamate, elle rentrait en crise de démence. Donc elle a insulté les gens, elle leur disait des grossièretés, elle faisait des délires sexuels aussi, en prétendant qu'il y avait eu des films porno dans le salon sur la télé la veille, et on n'arrivait plus à la calmer. Donc elle était traitée comme antisociale, et quand elle était trop antisociale, on la mettait dans sa chambre pendant 1 ou 2 semaines où elle mangeait toute seule. 78 ans. Et j'ai rien pu faire. J'ai réussi petit à petit à faire en sorte qu'on lui donne la soupe faite maison avec des légumes, pour qu'elle soit moins agressive, mais les arômes ne cachent pas que dans la soupe, se cachent aussi dans certains médicaments. Les arômes banane, arômes fraise, dans les eaux gélifiées pour personnes âgées, il y a plein d'arômes aussi. Et là, ça peut provoquer ces troubles, problèmes antisociaux. Donc ça, c'était une personne âgée, mais si vous prenez un enfant qui achète un paquet de chips pour 10 heures, qui le mange dans la cour, j'étais en 2011 dans le sud de la France, et là, il y avait grève des profs parce qu'il y avait trop de violence dans ce collège. Or, à côté du collège, il y avait un supermarché pas cher, où les enfants allaient acheter leur goûter pour 10 heures, et c'était souvent des chips. À 10 heures, dans la cour de l'école, les enfants mangeaient ça. Il y a aussi des pépites, des graines de tournesol énormes recouvertes de glutamate et de E171, vendues en boulangerie. Donc ils se bourrent de ça. À 10h30 à peu près en cours d'espagnol, ces enfants de 12 ans s'attaquaient à coups de compas et de quitter. Et les profs, ils craquaient. Donc, j'ai été sur place, j'ai rencontré les profs, je leur ai expliqué, ben voilà, la violence vient de ce que mangent aussi les enfants. Il n'y a pas que les jeux vidéo violents, il n'y a pas que le taux de divorce, la violence à la maison, etc. Et ça vient aussi de là. Et les profs, ils m'ont regardé comme ça. Donc voilà, ils ne savaient pas. Il n'y a pas que les enfants qui mangent ces produits, il y a des profs aussi qui mangent des chips et des chewing-gums en cours et qui frappent les élèves. Donc ça atteint toutes les classes de la société. Si on n'a pas beaucoup d'argent, on va acheter des sous-produits dans les supermarchés pas chers, il y a ensuite une ribambelle, où il y aura plus de glutamate monosodique, plus de colorants, plus de produits chimiques parce qu'il faut baisser les prix. Et si on a les moyens, on va acheter les grandes marques de chewing-gum n'importe où, jusqu'à 70-80 € le kilo. On va acheter des gros sachets de ces choses-là pour l'apéritif et on ne va pas faire le lien parce qu'on ne sait pas. J'accuse pas les consommateurs. J'accuse l'État qui sait et qui n'informe pas les consommateurs et les ministères de la Santé. Et donc du coup on se retrouve avec beaucoup de violence et de troubles du comportement, troubles de l'équilibre, douleurs dentaires, crises, tremblements, donc cernes sous les yeux, perte de la mémoire, besoin d'aller aux toilettes la nuit, ça fait faire beaucoup de diarrhée aussi, les yeux fatigués, problème de vue, problème de thyroïde aussi au glutamate, prostate, etc., problème d'infertilité, sinus enflammé, l'aspartame provoque aussi grave problème de sinusite, surtout parce qu'il y a boisson et édulcorant, ça on ne me dit pas. Et donc du coup, si on mange les deux tous les jours, ben, on va aller chercher des médicaments pour la sinusite, mais on ne va pas aller enlever ce qui provoque le problème. Bon, les symptômes sont de plus en plus nombreux. Problème de rein, problème de cartilage, problème gastrique, etc. Donc voilà, donc vous avez tous les effets secondaires de cette exhaustion de goût dans ce produit-là. Et les maladies continuent d'augmenter. D'accord. Est-ce que vous pourriez donc revenir aussi sur le soja dont vous parlez Alors le soja, j'ai eu la chance de contacter le professeur Blaylock encore il y a 10 ans. Et je lui dis, voilà, il y a une femme enceinte qui prend de l'aspartame, elle a 20 semaines de grossesse, est-ce qu'on peut l'aider pour qu'elle arrête et qu'est-ce qu'elle devrait faire? Et le professeur Blaylock me répond, voilà, cette femme enceinte devrait prendre des multivitamines pour femme enceinte 2 fois par jour,
quand plein de légumes verts, plein de fruits, plein de légumes commençaient à désintoxiquer elle et son bébé, et pas de soja pendant la grossesse. Alors je fais un bon, et à l'époque je prenais encore des fois un petit dessert au soja, pensant bien faire pour remplacer le lait. Et donc j'ai jeté mes desserts à la poubelle et j'ai commencé à chercher sur le soja. J'ai réalisé qu'en anglais il y avait beaucoup d'articles sur ce sujet. Et à l'époque j'avais une jeune femme qui s'occupait de mes filles pendant que j'écrivais, pour faire l'école à la maison. Et qui était un petit peu costaud, et puis elle me dit, tu sais, depuis 2 ans, je bois du lait de soja au lieu de prendre du lait de vache. Et elle n'avait plus de règles. C'est vrai que c'était arrêté. Et donc je dis, bah, tu sais, j'ai lu quelque part en anglais que le soja, finalement, bon, c'était il y a 10 ans. Donc elle a arrêté le lait de soja, et au bout de quelques mois, ses règles sont revenues. Donc ça, c'était le premier cas il y a 10 ans. En 2007, j'ai acheté un livre qui s'appelle The Whole Soy Story, que j'ai pas appris avec moi parce qu'il fait 450 pages, que sur le soja, du docteur Kayla T. Daniel, une nutritionniste américaine. Et là, je me suis dit, mais c'est si grave que ça, le soja, c'est pas possible. Il y avait des dizaines de témoignages, il y a 35 chapitres, de 2 à 130 références par chapitre. Et là, j'ai demandé à mon éditeur de le traduire en français le plus tôt possible, parce que tous ces témoignages de gens aux États-Unis qui étaient malades avec du soja, c'était quand même affolant. Ça, c'est pas fait, le projet c'est pas fait, et donc c'est un autre éditeur à l'étranger qui devrait sortir ce livre au mois de mars, j'espère, 2014. Donc presque 10 ans plus après la sortie du premier livre en anglais. Et donc il devrait s'appeler Soja, ami ou ennemi de notre santé, aux éditions Résurgence, en français. Donc l'année dernière, j'ai appelé un naturopathe français qui dénonçait les additifs sur son site, et je lui dis, que pensez-vous du soja ? Et à ma grande surprise, au lieu de me dire « Ah oui, à petite quantité, fermenté traditionnellement, c'est sans danger, je le conseille », je m'attendais à entendre ça comme réponse. Il me répond, comme ça, « Madame Gouget, le soja transgénique, c'est un poison, mais manger du soja bio, c'est se détruire à petit feu. » Et moi, je suis là, « Waouh !» J'ai dit, on est d'accord. On est d'accord, pourquoi? Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est lire des livres, malheureusement souvent en anglais, comme celui-là, voir les sources scientifiques et rencontrer les gens partout, en France, en Espagne, en Belgique, en Italie, j'en ai vu plein, qui ont mangé du soja pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, des fois 30 ans, bio, malheureusement, souvent, ou qui le prennent sans savoir sous forme de lécithine de soja, donc souvent transgénique selon le professeur Serralini, dans des tonnes de chocolat, de brioches, de biscuits. Enfin, la lécithine de soja, c'est des quantités industrielles, même chez les maîtres chocolatiers, dans leur chocolat vendu au kilo, et où on ne vous a pas les ingrédients parce que c'est la vente à emporter. Donc c'est très rare de trouver des chocolats sans lécithine de soja. Maintenant on en trouve un petit peu en bio. Et là c'est énorme. Donc du coup il y a le soja dissimulé, j'appelle le soja caché, donc sous forme lécithine ou additif. Et quand on mange volontairement du soja, si possible bio, pensant bien faire, parce qu'on veut remplacer la viande, parce qu'on veut plus prendre de lait de vache, parce que donc le docteur Blaylock aux États-Unis dit bien que le lait de vache et le lait de soja, ce sont 2 poisons. Mais il n'est pas venu en France faire ses conférences, il ne viendra pas d'ailleurs, il n'aime pas venir en Europe. Donc du coup, on ne dit rien. Et ces gens deviennent dépendants, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un petit peu de lait de soja le matin, puis à midi, ça va être encore de la crème, de la sauce, des crêpes, des pâtes. Enfin, il y a des milliers de produits aujourd'hui sur le marché. Et donc, dans les pays industrialisés, on va prendre de plus en plus de produits au soja, alors qu'en Asie, ils vont en consommer en moindre quantité, puisqu'ils continuent à manger de la viande, du poisson, etc. Ça ne sera pas des quantités énormes. Donc, j'ai retrouvé un article qui était dans Que choisir, pourtant, hein, d'octobre 2006, et qui disait « Alimentation du soja et des dégâts ». En 2006. Ça, c'est une lectrice qui m'a envoyé. Et donc, il parle du problème, des problèmes hormonaux liés au soja. Il parle des dangers du soja pendant la grossesse. Donc, il y a des jolies photos avec différents produits contenant du soja, des tests. Donc, ils ont pris des produits. Et puis, ils ont été testés des grandes marques. On pourra faire des photos de l'article. Voilà, avec différents tableaux. Et on voit le taux d'isoflavone mesuré dans une portion. Et les portions en référence au quotidien. Donc du coup, même dans les laits pour bébés, on trouve des taux d'isoflavine mesurés énormes par biberon, pour 1 biberon, 4,5, etc. Et bon, ils ont fait tout un article là-dessus.
Donc ils disent gare au steak, étiquetage gonflé, à bannir, lait pour nourrissons, tout le monde s'assoit dessus, le rapport de l'AFSA, etc., protocole de test, ça y va. Donc c'est quand même pas mal de voir qu'il y a un magazine français qui fait un article là-dessus, surtout pas pendant la grossesse, ménopause, rien n'est prouvé, pas de soja dans le biberon, un produit à la mode dont on ne sait pas grand-chose, enfin ça y va quoi. Hein. Donc quand on voit ces articles, quand on voit tout ce qui se passe aux États-Unis pour dénoncer le soja, et quand on rencontre, au cours de mes conférences sur le soja, je ne voulais pas attendre que le livre sorte, j'ai commencé en 2011 à faire ma première conférence, et quand on rencontre 1, 2, 3, 400, 500, 600, je ne compte plus, personnes d'âges différents, hein, de 5 ans à 75, 80 ans, qui ont consommé un ou des produits au soja bio pendant des années, et qui ont des problèmes de pelade, de calvitie, de thyroïde, de comportement, de dépression, de sous-poids, de surpoids, selon l'état de la thyroïde, qui ont des problèmes de cancer, qui ont des problèmes de déformation congénitale, de retard d'apprentissage, de retard de croissance. On commence à se poser des questions. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Bien sûr, on peut me dire, oui, qu'est-ce que tu nous racontes, le soja, moi j'en mets un petit peu là, un petit peu là. Si on en mange en moindre quantité et si possible fermenté traditionnellement, c'est-à-dire longtemps, à la limite, il y a moins de dégâts. Mais comme il y a cet effet d'addiction et que quand on transforme le soja, il peut avoir une formation de glutamate monosodique, d'où des symptômes en commun avec le glutamate, migraine pendant des années, problèmes de thyroïde, trou de mémoire, agressivité, dépression et compagnie. On ne va pas faire le lien. Donc moi, je connais des gens assez connus qui ont mangé des années de soja en me disant oui, mais c'est bio, et qui ont du mal à changer. Parce que ça apporte aussi de l'aluminium et du fluor au cerveau. Donc du coup, c'est des gens qui deviennent bornés, qui deviennent souvent tout palos, qui commencent à perdre leurs cheveux, leurs poils, leurs cils, leurs sourcils. Voilà. Et donc on vous dit, oui, les végétariens sont agressifs. Mais oui, mais si on mange du soja à côté, moi je ne mange pas de soja, je perds pas mes cheveux, quoi. Mais c'est pas leur faute, hein, je rigole, mais c'est un peu nerveux, mais c'est pas leur faute, ces gens-là. Mais on a du mal à leur faire prendre conscience du problème. Donc il y a une personne assez connue que j'ai rencontrée à une conférence où vous étiez il n'y a pas longtemps et qui est venu me serrer la main et qui m'a promis qu'il arrêtait de prendre du soja. Hein, et j'en suis ravie parce que ça faisait presque 1 an que je lui disais arrête, arrête. Et là il m'a dit je me suis renseignée, c'est vrai, j'arrête. Donc c'est un jeune homme. Je suis vraiment très contente qu'il arrête parce qu'on a besoin de gens comme lui qui osent faire certaines vidéos et dénoncer certaines choses. Donc voilà, mais c'est difficile d'expliquer les problèmes du soja aux gens. Donc j'attends que ce livre sorte, j'espère au mois de mars, dans un mois prochain. Et là, je balancerai un dossier sur Internet sur le soja pour informer. On a le droit à la santé, on a le droit à l'information. Après, libre aux gens, continuent d'en manger ou pas. Qu'ils ne viennent pas me dire j'ai des problèmes osseux, je ne peux plus faire de sport, j'ai des problèmes de croissance, j'ai un cancer du sein, j'ai un cancer de ci, de ça. Il y a beaucoup de naturopathes qui ont du mal aujourd'hui en France à permettre à ces consommateurs de soja à retrouver la santé. C'est très très difficile. Et puis le soja est aussi souvent contenu en plus, même dans magasins bio, dans des choses qui contiennent des perturbateurs endocriniens, contiennent même parfois du glutamate, je ne sais plus comment ça s'appelle, carragénèse. Alors la carragénane, c'est aussi un autre additif que j'ai classé, je pense, en rouge, là, dans cette édition. Donc là, il y a un très bon livre qui s'appelle La cuisine moléculaire. De George Ziprik, et lui les carragénanes, il pense que c'est l'additif le plus dangereux. Donc du coup, voilà, c'est E407, on l'a passé en rouge dans le livre. Et donc là, c'est le traitement de cette algue qui provoque le fait qu'elle soit cancérigène, avec des tas d'acides, c'est très bien expliqué sur plusieurs pages, dans tout un chapitre dans ce livre de George Ziprik. Et donc là, on a un gros problème de santé aussi avec ce carragénane. Donc si on prend un produit, le problème du soja, c'est qu'il a mauvais goût. Donc dès le début de cette histoire, il y a des siècles, où ils ont commencé à faire du miso, du tempeh, du tofu, etc. Ils ont remarqué qu'il y avait un mauvais goût. Donc on a trouvé des méthodes de fermentation et des méthodes pour ajouter des goûts, pour cacher ce mauvais goût de cette plante qui n'était pas comestible à la base. Et donc les premiers symptômes ont été observés, c'était des flatulences, des ballonnements, allergies au niveau des intestins. Et donc on a, aux États-Unis, ils vendaient à un moment des coussins anti-P. Donc ceux qui mangent du soja s'asseyaient sur un coussin et ça absorbait le bruit et l'odeur des flatulences. Enfin c'est du délire. Mais au tout départ, ils ont remarqué que ça faisait baisser la libido. Donc on trouvait que c'était une plante spirituelle parce qu'on donnait ça aux moines
dans les monastères pour les empêcher d'aller avoir des envies sexuelles et donc pour les permettre de prier toute la journée. Et les femmes asiatiques dont les maris avaient été infidèles donnaient du soja à leur mari. Donc c'était il y a des centaines d'années. Et aujourd'hui, j'ai rencontré par exemple en Espagne l'année dernière, au mois de septembre, un jeune guitariste qui venait de jouer de la musique devant nous et il disait « Ah, moi je suis végétarien, je mange pas comme les copains, voyez, et tout. » Il avait perdu plein de cheveux à 33 ans là sur le dessus de la tête. Il était en sous-poids, il avait les yeux qui commençaient à sortir un peu de la tête, donc la thyroïde est touchée. Et là, je lui dis et tu manges du soja? Ah oui, mais j'adore les yaourts de soja, j'en mange tous les jours, j'adore ça, je pourrais pas m'arrêter. Donc, l'addiction. Et puis, je lui dis mais tu devrais arrêter parce que si tu veux jouer de la guitare encore plusieurs années, il faudrait peut-être y penser là, hein, ça va pas le faire. Il me dit mais non, n'importe quoi, c'est pas possible. Et là, il y avait des jeunes qui disaient oh, tu devrais changer d'alimentation, après la libido ça ira mieux, parce qu'ils se plaignaient de problèmes de libido aussi, alors que je ne le connais pas. Et il était accro à ces yaourts au soja qu'il mangeait tous les matins. Et il avait un début de calvitie aussi assez prononcé là. Il a 33 ans. Il y en a plein, j'en ai vu plein. Donc le cheveu devient de plus en plus fin, souvent gris, blanc, et il tombe. Le problème sur un homme encore, une calvitie, on est habitué, et sur une jeune maman ou une jeune femme qui n'a pas encore d'enfant, qui a 28 ans, et qui a perdu en plusieurs années, on ne perd pas ses cheveux d'un coup, hein, plusieurs années de soja, tous ses poils, tous ses cheveux, ses sourcils et ses cils, ça fait pas très beau sur une jeune femme. D'accord, très bien. Pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, parce que certaines personnes après ça pourraient dire oh mais alors on peut rien manger, comment on va faire, faut tout retirer, etc. Qu'est-ce que vous préconisez vous comme alimentation ou comme conseil pour les personnes qui après avoir entendu ça s'imagineraient que c'est difficile de manger encore? Moi je préconise d'abord d'apprendre à lire les étiquettes, même si ça c'est des sucettes à l'aspartame, vous voyez c'est quand même grave, et sur le devant il y a marqué sucette, bonbons sans sucre, avec édulcorant tout petit. Et là, on vend ça et les ingrédients sont écrits tout petit derrière. Donc sans sucre, ménage les dents, ça ne ménage pas le cerveau, mais voilà. Donc ça, il faut vraiment décortiquer l'étiquette, trouver les colorants, et même moi, aspartame, mettre ça à la poubelle. Des chewing-gums, c'est pareil. Une fois qu'on a compris comment décortiquer ça, on peut acheter une loupe, hein, on change d'alimentation. Il faut s'informer. On a un outil extraordinaire encore pour le moment, c'est Internet. Il y a de tout, il y a du pour, il y a du contre, pour mélanger le consommateur, il faut le perdre. Il faut s'informer. Une fois que vous êtes informé, vous avez deux solutions. Soit vous continuez à le manger, parce que vous ne pouvez pas vous arrêter. J'ai des gens qui m'écrivent, j'ai replongé, comme la drogue. Hein. J'ai replongé, j'ai remangé des chips, j'ai remangé des chewing-gums, j'ai remangé des bouillons cubes, j'ai craqué. Du surimi, il y en a qui sont... J'ai vu des personnes âgées accro au surimi en maison de retraite. Hein. J'ai vraiment surimi. Bon, elle est morte. Mais... Et donc, elle a peut-être mangé une tranche de trop. Mais voilà, on sert des cercles de surimi à des personnes âgées en maison de retraite, je vous promets. Donc, voilà, les surimi arrivés, ils sont là, dans leur fauteuil roulant. Enfin bon, il y aurait des films à faire. Bon, je rigole, mais bon, c'est nerveux aussi, mais c'est triste. Et donc, du coup, soit on continue, soit on change. Et quand on change, ça peut provoquer des miracles. Seulement, il faut avoir la volonté. Et le docteur Blaylock dit souvent que le but de ces excitotoxines, c'est de faire baisser le quotient intellectuel et d'enlever la volonté aux gens, la capacité de réfléchir. Les gens, ils sont comme dans le brouillard. On le voit très bien dans le film Faux sucre, vrai scandale, où il explique à Corey Brackett, qui était un fauteuil roulant avec une sclérose en plaques en 2002, et qui a fait ce film Faux sucre, vrai scandale, et il lui dit, il y a des gens qui disent, moi je mange du glutamate, je mange de l'aspartame, ça me fait rien. Peut-être que ça leur fait rien sur le coup. Ils auront peut-être une migraine ou des tremblements, ils ne vont pas faire le lien. Mais le jour où ça va faire, c'est l'arrêt cardiaque fulgurant, c'est le cancer, c'est... on a une nourriture aujourd'hui cancérigène. L'aspartame peut déclencher un cancer et le glutamate va faire grossir ces tumeurs cancéreuses à vue d'œil quasiment, parce que ça passe dans le sang. Et c'est bien expliqué dans un film qui s'appelle The Beautiful Truth, où il y a le docteur Blaylock entre autres, et qui explique les dégâts provoqués par cette alimentation-là. Donc quand on décide de changer pour retrouver la marche, si on est en fauteuil roulant, si on veut, pour maigrir, c'est possible. Donc on peut passer à une alimentation sans tous ces produits. Seulement il faut avoir envie de cuisiner. Et cuisiner avec quoi? Ben, peut-être sans micro-ondes, peut-être sans poêle avec revêtement anti-adhésif, peut-être sans... Voilà. Après il y a le problème du gluten, certains du produit laitier, pour ceux qui sont intolérants, etc. Il y en a qui mangent trop de viande, la viande on en a parlé avec Gilles Artigot à la conférence, etc. Donc ceux qui ont vraiment envie de changer, ils y arrivent. Ils peuvent passer aussi à ce qu'on appelle l'alimentation vivante, mais ce n'est pas encore très connu en France, ça commence grâce à certaines personnes comme Thierry Casasnova, Irène Grosjean, le magazine de Choubrave, etc.
Et donc là, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le monde entier avec ce genre d'alimentation. Des gens maigrissent, les gens dorment mieux, ils récupèrent plus rapidement, ils perdent du poids, il y a des tas de choses qui reviennent, et donc du coup, il y a des histoires extraordinaires sur Internet ou dans des livres aussi, de gens qui retrouvent la santé en passant cette alimentation. Donc aux États-Unis, on a Jesse Jacoby, qui a écrit un livre qui s'appelle The Raw Cure. Et le livre n'a pas vraiment de recettes de cuisine à la fin, parce qu'il donne beaucoup de sites, mais il explique pour chaque maladie comment retrouver la santé avec l'alimentation vivante. Et il dénonce aussi le soja, le gluten, etc. Et c'est affolant de voir un livre comme ça, qui n'est toujours pas en français, mais j'espère qu'il le sera un jour. Et donc ça s'appelle The Raw Cure, et c'est Jesse Jacoby. Il y a vraiment beaucoup d'informations, malheureusement souvent en anglais, pas assez en français, mais ça va venir. Vous avez ce pouvoir de consommer autrement pour retrouver la santé et pour la conserver. Mais surtout, là on parle d'adultes, mais pensez à vos enfants, car aujourd'hui on a des milliers d'enfants cancéreux, c'est souvent des leucémies, des tumeurs cérébrales et autres pathologies. On a des enfants qui sont en psychiatrie, on a des services psychiatriques qui ont 15 ans, on a des adolescents qui ont des graves problèmes comportementaux et des retards d'apprentissage au collège, au lycée, avec des centres entiers remplis de ces adolescents, pas d'adolescents de 12, 13, 14 ans. On a des enfants obèses qui font des fois 300 kilos en France à 17 ans. En Martinique, c'est pareil. Donc on a eu un cas à 200 kilos à 15 ans en Martinique, qui était accro au soda light, et la maman demandait au nutritionniste de faire en sorte qu'on puisse l'opérer pour lui retirer sa poitrine. Ce n'est pas pour maigrir, non. Donc on a beaucoup d'adolescents en surpoids en France, c'est gigantesque. Et qu'est-ce qu'on fait à ces adolescents? Fais du sport, mange moins, compte tes calories, on va te mettre un anneau gastrique, ça ira. Fais du sport, bois du Powerade. Voilà, fais du sport, mais surtout, va pas lire les étiquettes, il faut compter les calories. Donc on met des anneaux gastriques sur des filles de 16, 17 ans, et donc la fille va faire attention à ce qu'elle mange, elle va manger du riz, des trucs en sachet de marque connue de régime, hein, passe au micro-ondes, elle ouvre le sachet, je ça tourne dans l'assiette, donc c'est une sauce bourrée de vitamate. Et même après l'opération d'anneau gastrique, la pauvre chérie, elle ne va pas maigrir beaucoup, autant que ce qu'elle aurait voulu, alors qu'elle ne peut plus manger grand-chose. Et moi, je suis désolée de voir ça, parce que en informant les gens, on aurait pu éviter ça. Donc, je connais un monsieur qui s'appelle Christophe, il a changé d'alimentation, il faisait plus de 120 kilos, et en un an d'alimentation vivante, il a perdu 60 kilos, quoi, sans opération. Il y en a beaucoup comme ça, il y a plein de vidéos là-dessus. Donc on est ce qu'on mange et on est ce qu'on a mangé. Et il y a j'ai plein d'exemples en tête, mais on ne va pas tous les dire. Vous allez sur mon site santéendanger.net, vous allez dans Actualité et après il y a témoignages. Et vous lisez ces témoignages. Et il y en a un qui s'appelle Rencontre avec Daniel. Et donc c'était en 2006, j'ai rencontré cette femme qui n'était pas en surpoids, elle, et qui était accro aux bonbons bienfaisants, aux plantes qu'on trouve dans tous les supermarchés en France, qui sont sans sucre, à l'aspartame, et elle consommait jusqu'à une boîte, voire des fois 2 par jour. Et elle avait une fibromyalgie. C'est la maladie à la mode, on va dire. Et donc, du coup, on l'a bourré de médicaments, elle avait des douleurs articulaires. Je l'ai rencontrée en 2006 avec des cannes, un corset, des fois un fauteuil roulant quand elle avait trop mal. Et donc, elle a compris grâce à moi qu'elle était malade à cause de ces bonbons qu'elle avait surconsommés, sans savoir, pendant 15 ans. Et au bout d'un an et demi, j'ai trouvé des naturopathes pour essayer de la désintoxiquer et pour changer toute son alimentation. Cette femme redansait le rock'n'roll. Et aujourd'hui, elle a 65 ans bientôt. Et elle danse le tango argentin, elle voyage pour aller s'occuper de sa petite fille, elle est complètement indépendante et c'est vraiment un grand bonheur. J'en ai des frissons de voir cette femme qui a retrouvé le goût à la vie. Et ne serait-ce qu'hier, il y a une autre fibromyalgique qui a utilisé des boissons à l'aspartame, des mêmes bonbons et des tas de produits à l'aspartame depuis que ça existe, et qui se retrouve avec une canne en forme de fauteuil pour s'asseoir dessus, qui est vraiment handicapée avec une fibromyalgie depuis 10 ans, et qui a vu le témoignage de Daniel et qui me demande de l'aide. Donc je croule sous les emails de gens malades, je croule sous les emails de gens qui ont retrouvé la santé et qui sont contents. Donc vous avez ce pouvoir de vous informer, de consommer autrement, de manger autrement, de cuisiner autrement si vous pouvez. Il y a des milliers de recettes, des millions probablement en anglais et des recettes aussi en français. Mais il faut avoir envie de retourner à la cuisine et de passer moins de temps peut-être devant la télé ou sur Mythique pour trouver quelqu'un d'autre dans sa vie. Enfin bon. Ou sur son téléphone portable toute la journée. Posez-moi tout ça, informez-vous, cuisinez autrement. Et c'est vraiment un bonheur de manger plus sainement, sans allergènes, sans additifs. Je consomme une cuisine sans additifs depuis 20 ans, pourquoi pas vous?